Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Dans ce nouveau podcast, je suis accompagné d'une boxeuse professionnelle, Delphine Mancini. Déjà, je vais commencer par une petite anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'ai déjà eu l'occasion de te croiser avec ma petite caméra embarquée. Tu te rappelles ou pas? C'était où? Dis-moi peut-être l'endroit. Ça... Alors, c'était dans ton club. C'était dans ton club. Je sais que tu as un J'irai club hyper en boxer chez famille. vous, non? C'était pas un truc comme Euh, ça? non, c'était Cœur de boxeuse où Ah, j'accompagnais Marine Tollet qui préparait son championnat de France. Et donc, tu as fait des mises de gants avec elle, donc dans la team de Tanguy Faroudia. ouais, C'était en 2019. Et à ce moment-là, donc toi, tu n'étais pas passé pro encore. ouais, Je me souviens que vous en parliez un petit peu entre vous. Vous oui, en parliez parce que toi, il faut dire que tu as un profil, tu as une grande carrière en amateur et ouais, tu es passé pro il y a très peu de temps. Alors, oui. raconte-nous un peu déjà ton parcours amateur. Moi, j'ai commencé la boxe il y a plus de 20 ans. J'ai commencé par la boxe éducative. Après, ça me convenait moyennement, étant donné qu'on ne pouvait pas appuyer les coups. Donc, je suis passée rapidement amateur. Et Mhm. puis, donc, je suis passée cadette. En cadette, je suis passée amateur. Et puis après, j'ai été repérée en équipe de France assez rapidement, enfin assez tôt, en junior. Et puis après, je suis restée pendant plus de 15 ans en équipe de France et en boxe olympique parce que c'était vraiment mes objectifs étaient ciblés boxe olympique entièrement, quoi. J'étais pas forcément intéressée par la boxe pro, c'était pas ma priorité. D'accord. Tu avais cette ambition-là d'aller loin en boxe amateur, donc quand tu dis boxe olympique, est-ce que tu veux dire que tu avais aussi des idées de JO? Oui, c'est ça. Enfin, quand je dis boxe olympique, c'est boxe amateur. C'était championnat d'Europe, du monde, JO. Voilà, c'était les grosses compétitions, quoi. C'était D'accord. vraiment ça qui me motivait. Toi, Delphine, tu es dans un cadre particulier. Je crois que tu es dans un cadre où il y a beaucoup de boxeurs autour de toi. C'est-à-dire? Bah, ton cadre familial, non, déjà un peu. Vous Ah êtes quand oui, même. oui. Ah bah oui, moi j'ai baigné dans la boxe, ouais, tout à fait, C'est ouais. ça. C'est Oui, ça. Alors, bah mon, explique-nous un peu mon ce oncle cadre. était, mon oncle était boxeur pro. D'accord. Mon oncle était boxeur pro, donc moi depuis toute petite j'ai baigné dans la boxe, je l'ai vu boxer. J'ai vu boxer à Vigneux, chez moi. J'étais au bord du ring quand j'avais 6-7 ans. J'étais au bord du ring, je traînais dans la salle de boxe parce que c'était mon père qui l'entraînait, il entraînait son frère en fait. Et donc moi ouais, j'ai vraiment baigné dedans depuis toute petite, quoi. C'est ça, tu es clairement dans une famille de boxeurs. Et alors, en tant que Oui. fille, quand on dit à son papa, à son oncle qui a inspiré un peu, qu'on dit, bah voilà, moi je veux maintenant être boxeuse à mon tour. Alors, fille garçon, mais en tant que jeune, jeune génération, est-ce ils ont envie tout de suite ou ils te disent, ah, fais peut-être autre chose? Alors pas du, enfin moi j'ai même pas commencé, j'étais même pas attirée par la boxe vraiment de moi-même au début. J'ai commencé, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot. Et après, je me suis rendu compte rapidement que bon, déjà, les sports collectifs, c'était pas trop fait pour moi. J'étais plus sport individuel. Et c'est mon père qui m'a dit ah, bah, viens faire un essai à la boxe, comme ça, mais vraiment pour tester, quoi. Il m'a dit bah, viens faire un essai à la boxe. Donc, je me suis dit oh, bah ouais, allez, pourquoi pas, parce que j'avais testé plusieurs sports et ça me convenait pas trop, mais j'étais sportive, donc fallait que je trouve quelque chose à faire, mais j'avais du mal à trouver ma voie, on va dire, et il m'a dit bah viens faire un tour à la boxe, mais lui dans sa tête c'était pas du tout pour faire des compétitions ou du haut niveau ou voilà, et lui c'était vraiment pour que je me fasse plaisir. Et du coup j'y suis allée et puis j'ai accroché tout de suite en fait. Donc ça s'est fait un peu par hasard, on va dire. Au début ça s'est fait un peu par hasard. Donc, t'as boxé en boxe olympique jusqu'à tard, hein, jusqu'à 33 ans. Oui, Est-ce c'est qu'il y a ça. des événements marquants un peu dans ton parcours en boxe olympique, des tournois qui t'ont marqué plus que d'autres? Ouais, je pense que mon premier tournoi, c'est celui il m'a bien marqué. Le premier tournoi que j'ai fait en équipe de France, c'était en 2004. C'était un gros tournoi en Turquie. À l'époque, c'était un des plus gros tournois. C'était un tournoi mixte. Donc forcément, celui-là, il m'a marqué parce que c'était le premier, que j'étais toute jeune, j'étais junior. Et puis après, c'est les grosses compétitions, les championnats d'Europe, du monde qui marquent forcément. Et après, ça devient aussi un peu un style de vie et une habitude, un rythme, un rythme à prendre. Et puis voilà. Mais après, ouais, j'ai pas forcément de tournois ouais, ouais, je sais pas, qui m'ont plus marqué que d'autres, quoi. J'ai des souvenirs, mais qui m'ont marqué. Ouais, je pourrais pas trop te dire comme ça.
Et en équipe de France, justement, est-ce qu'il y a des rencontres, que ce soit des boxeuses, des boxeurs ou des entraîneurs qui t'ont marqué? Ouais, ouais, ouais. Bah après, la plupart, mon cercle d'amis, c'est des filles de l'équipe de France essentiellement. C'est l'ancienne génération, Lorna Weaver, Lucie Berthaud. Voilà, c'est toutes ces filles-là, Alexandra de Hutten. Ouais, il y a des générations comme ça. Enfin, ouais, cette ancienne génération, c'est des filles, on est restés amis, on est restés proches. Et puis voilà. Après, oui, il y a des entraîneurs aussi qui m'ont marqué, comme Francky Lesage. Francky Lesage, qui, bah, bon, maintenant, paix à son âme, qui est décédé, mais c'est un entraîneur qui m'a beaucoup appris aussi, qui portait l'équipe de France et son métier enfin, il portait l'équipe de France dans son cœur et il vivait vraiment le truc à 200%. Et ça a vraiment été un entraîneur ouais, qui a été marquant et touchant. Tu as dû côtoyer, du coup, les filles qui sont parties aux différentes Olympiades avec l'équipe de France. Et les Olympiades, ça fait pas si longtemps que les femmes ont le droit d'y participer. Est-ce que Oui. les anciennes, elles vous disaient, comment elles vous parlaient de ça? Est-ce qu'elles disaient peut-être c'est une chance que vous avez, vous, que nous, peut-être la première génération de boxeuses en France, on n'a pas eu? Comment tu as vécu ça, toi? Bah ça, c'est vrai que c'est un peu c'est particulier parce que quand on a vécu le truc de se dire on n'avait pas accès au jeu et on est dans la génération où on a accès au jeu et qu'il y a des jeunes qui arrivent et qu'elles ont déjà accès à tout ça, c'est vrai qu'on a envie de leur faire comprendre, rendez-vous compte de la chance que vous avez en fait. Moi, je sais que je suis arrivée en équipe de France où les filles, il y avait très peu de moyens, c'était pas trop reconnu. Il n'y avait pas les JO. Enfin, les filles se battaient vraiment, vraiment, vraiment. À l'époque, Myriam Chomaz, etc. C'était des filles qui se battaient pour la boxe féminine, mais vraiment. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit les petites jeunes arriver qui ont un petit peu, qui un peu récoltent un petit peu le travail de d'anciennes filles qui se sont battues, des fois, on a envie de leur dire, ah les filles, si vous saviez avant, c'était pas aussi simple. C'était vraiment compliqué. Donc, vivez le truc à 200% et enfin soyez vraiment satisfaite de ce que vous avez parce qu'avant c'était beaucoup plus compliqué que ça pour être reconnu à sa juste valeur, tout simplement. Comment justement tu constates cette évolution? Tu dis qu'au début, il n'y avait pas trop de moyens, tu as un peu vécu ça. Aujourd'hui, tu trouves que ça y est, la boxe féminine, elle est mise en avant, elle est respectée, il y a de l'engagement dedans? Oui, il y a de l'engagement. Bah, déjà parce que c'est passé sport olympique, donc ça a aidé beaucoup. Et après, après enfin l'évolution, la société fait aussi que voilà, la mixité maintenant c'est pour tout le monde et on peut plus laisser on peut plus laisser le sport féminin de côté et privilégier le sport masculin. Maintenant c'est voilà, c'est l'évolution normale des choses et puis c'est comme ça en fait. Donc c'est pour ça que la boxe féminine maintenant est reconnue parce que bah c'est la société actuelle qui fait que puis c'est beaucoup de femmes aussi qui se sont battues pour que le sport féminin soit reconnu comme le sport masculin. Donc Alors, c'est marrant, je me souviens, tu sais, il y a 15 ans, on avait des stars dans la boxe féminine. On avait Anne-Sophie Matisse, on avait Myriam Lamar qui ouais, représentait la boxe féminine en France. Et elles étaient connues, tu vois, elles étaient quand même connues du grand public. Et oui, aujourd'hui, on a des stars à l'international en boxe féminine. D'ailleurs, on va avoir une super réunion en Angleterre là demain soir. ouais. J'essaierai de mettre ton podcast juste avant. Et par contre, en France, on n'a plus trop de figures comme ça, comme on avait Anne-Sophie Matisse et Myriam Lamar. Je trouve ça un peu dommage. Comment ça se fait qu'on n'a pas une représentante comme ça chez les pros? Parce que je pense qu'on n'a pas assez de visibilité déjà au niveau des médias. Il y a pas les combats féminins sont pas diffusés en France. Il y a aucune chaîne ne diffuse la boxe féminine. Enfin, moi, je sais que mon championnat d'Europe en Allemagne, il fallait cliquer sur un lien YouTube, quoi. Donc, à partir de là, c'est difficile d'avoir une fille comme Anne-Sophie Matisse ou Myriam Lamar qui passait à l'époque sur Canal+, qui avait de la visibilité, qui avait les médias autour d'elle. Nous, on n'a plus rien, on n'a plus tout ça en fait. On va en parler par rapport à justement toi, on peut parler d'un manque de visibilité alors que tu as des titres. On va en parler quand on parlera de ton parcours chez les pros. Avant ça, ben justement, je voudrais encore revenir sur quand est-ce que tu as décidé, ça y est, d'y aller chez les pros? Parce que, comme je le disais, il y a 15 ans, on avait quand même des figures de la boxe féminine pro. Beaucoup de filles étaient d'ailleurs passées pro parce qu'en boxe olympique, tu ne pouvais pas aller très très loin. Mais déjà, tu ne pouvais pas aller au JO. Et toi, qu'est-ce qui t'a retenu? J'ai envie de dire si longtemps parce que tu devais quand même faire partie des anciennes dans l'équipe de France. Ouais. Donc, t'as dû en voir passer d'autres partir Ouh t'as là dû en là, voir passer chez les pros. Qu'est-ce qui t'a j'en ai retenu? vu beaucoup. Ouais, j'en ai vu pas mal.
Qu'est-ce qui m'a retenu? J'avais tout ce qu'il fallait pour déjà la motivation de rester en boxe amateur parce que c'était mon truc. Et puis j'avais tout le cadre qui faisait que on me motivait à rester en boxe amateur. J'ai ma ville qui m'a aidé, qui m'a mis qui m'a donné le travail d'éducateur sportif au sein du service des sports. Ils m'ont mis en place une convention avec la fédération, le ministère, pour me détacher quand je partais en équipe de France. Donc en fait, j'ai été soutenue et ce qui m'a permis de faire une longue carrière en boxe amateur et d'essayer d'aller le plus loin possible. J'avais l'aide pour pouvoir continuer. À l'inverse de certaines filles à l'époque qui, je pense, pour se déplacer en stage ou en tournoi, devaient prendre sur leur congé, etc. Il y en a beaucoup aussi qui ont arrêté à cause de ça ou qui sont passés pro à cause de ça parce que parce qu'elles n'étaient pas aidées en fait. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Je pense que j'aurais pas eu toute cette aide d'être détachée, d'être soutenue par mon club, ma ville, etc. J'aurais pas pu faire une aussi longue carrière non plus. Parce que l'équipe de France, c'est très sollicitant, ça demande des semaines entières d'absence, donc c'est pas donné à tout le monde de le faire. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu abordes un sujet très intéressant. Je vais juste te reprendre sur le terme chance. C'est aussi tes résultats sportifs qui ont fait que, Oui, voilà, c'est ton niveau sportif qui a fait que tu as accédé à tout ça. Mais tu parles oui, c'est vrai, certains avantages qu'on a en boxe amateur quand on intègre bien sûr un certain niveau, une élite comme toi. Et par contre, oui. chez les professionnels, même si tu es talentueux, c'est un peu le parcours du combattant parce que tu te retrouves tout seul. Et est-ce que ça faisait que tu étais aussi un peu réticente? Savoir que chez les pros, ça va être compliqué quand même. Ah oui, complètement. Je savais que sans promoteur, clairement, c'est compliqué. La boxe professionnelle, c'est financièrement, si t'as pas une structure derrière qui te suit, tu peux pas. À un moment donné, t'es bloqué, quoi. Tu te retrouves, t'as beau être le plus talentueux, le plus bosseur du monde, t'entraîner jour et nuit. Enfin, si à un moment donné on te donne pas les opportunités et on te fait pas un plan de carrière, tu peux pas avancer. C'est impossible. Enfin, c'est très compliqué. Alors du coup, en parlant de ces difficultés-là, tu es quand même passé chez les pros et tu as fait une Oui. ascension, on peut dire, fulgurante. Parce que là, j'ai ton palmarès devant les yeux. Et quand même, en quelques combats, tu as accédé le top niveau européen en passant par la case championne de France. Alors Ouais. explique-nous comment ça s'est fait ce processus-là. Comment tu as fait pour aller si vite? J'ai fait mon premier combat, c'était pendant l'époque du Covid en Belgique. Je voulais absolument le faire parce qu'il fallait Mhm. pas qu'on perde de temps déjà. Donc j'ai eu ma licence en janvier. En avril, j'ai fait mon premier combat en Belgique. Et puis avec mon père et le président, on s'est mis dans la tête qu'il fallait pas perdre de temps, qu'il fallait faire rapidement un championnat de France pour se classer au niveau européen. Donc ils ont tout fait pour organiser chez nous en fait un championnat de France qu'on puisse le faire. Donc D'accord. ça s'est fait, voilà, on a ramené le titre et puis après, ouais, j'ai été classée par la fédération européenne. Du coup, ça aussi, ça a été, ça a été top parce que on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Donc tant mieux, tant mieux. Et puis on s'est dit, par contre, cette chance-là, faut pas la louper, quoi. Faut vraiment pas la louper. Alors on a essayé d'organiser chez nous, on a perdu les enchères malheureusement, et puis on s'est dit c'est pas grave, même si c'est pas chez nous, va falloir aller chercher le titre deux fois plus. Et puis faut le ramener absolument parce que c'est pas un petit titre. Et si on veut avancer, va pas falloir faire de manière en fait, va falloir y aller et puis le ramener en fait. Donc voilà, va falloir. On s'est fixé vraiment de faire les choses le plus rapidement possible pour avancer, avancer, avancer. Pas perdre de temps et pas commencer à chipoter, à vouloir éviter du monde, à pas vouloir boxer un tel ou un tel. On se dit non, il y a une chance, faut y aller, un point, c'est tout. On s'est pas posé de questions non plus, quoi. Alors, quand Delphine vous dit qu'il faut que ça aille vite, c'est-à-dire qu'en avril, en, en avril, elle fait son premier combat, et 5 mois après, en septembre, elle fait le combat pour le championnat de France, qui était un titre vacant, du coup, le titre des poids coqs. C'est D'ailleurs, ça. le poids, est-ce que ça a été facile pour toi de passer justement au système de poids des professionnels? Parce que c'est quand même très différent. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais la discipline entre la boxe olympique et la boxe pro, il y a quand même beaucoup de différences. Ne serait-ce que la durée des combats, qui sont plus longs. Tu as commencé avec des 6 rounds, tu en faisais 3 en amateur. Après, tu montes, forcément, c'est 8 rounds pour le championnat de France et 10 rounds quand tu as un niveau européen mondial. Donc, déjà, il y a ça, mais il y a aussi le poids. Parce que la pesée, tu l'as fait la veille. Donc, tu peux être à un poids qui va être assez différent du poids que tu avais en amateur.
Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a pas. Au contraire, ça me facilite plus les choses parce que moi, j'ai toujours été dans des catés assez durs. Il fallait que je me serre. Et la boxe amateur, faut savoir qu'on se pèse le matin, on boxe le soir, ou l'après-midi, ou enfin dans la matinée. Enfin, ça s'enchaîne très vite en fait. On peut recommencer le lendemain, le surlendemain, etc. Et la gestion du poids est très très difficile en boxe amateur, ce qui n'est pas du tout la même chose en boxe pro, quoi. On se pèse la veille, après on peut manger, il n'y a qu'un combat à faire. Alors oui, c'est un gros combat, certes, mais au niveau du poids, c'est pas du tout, c'est beaucoup moins contraignant. Tu pratiques pas trop de cutting ou de régime Mm. vraiment drastique, toi? Oh non, moi je suis assez à l'ancienne, c'est vraiment, je m'y prends à l'avance, je fais mon régime équilibré, je descends petit à petit. Voilà, je suis très dans l'hygiène de vie et descendre petit à petit et pas faire les trucs de cutting, de se déshydrater, tout ça, c'est pas trop mon, ouais, c'est pas trop mon truc, non. D'accord. Et du coup, ben, pour continuer à pas perdre de temps, juste après ton championnat de France, t'enchaînes avec, ben, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du championnat de France? On a les titres européens. Alors maintenant, on a le titre aussi de l'Union européenne qui devient un peu plus populaire. Mais toi, tu t'attaques directement au titre EBU, donc vraiment le titre de championne d'Europe, et tu vas le chercher à l'étranger. Alors, explique-nous un peu ça. Comment ça se passe, cette proposition? Comment ça se fait? Tu voulais tout de suite passer au niveau européen? Ah oui, tout de suite. Ah oui, oui, D'accord. pour nous, le championnat de France, c'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment le titre européen et après viser une ceinture mondiale. Donc, quand on a eu l'opportunité de faire le titre BU, on s'est dit bon bah si on peut remporter les enchères, c'est très bien. Mais sinon, après, tant pis, il faudra aller le chercher. Donc, j'ai été désignée, je crois que c'était en janvier ou février, Challenger EBU. Les enchères de mémoire, je crois que c'était en mois de mars. Voilà, on les a perdues. L'organisation devait être faite de base au mois de mai. Après, ça a été décalé par les Allemands au mois de juillet. Et puis voilà, quoi, on s'est préparé de janvier à juillet à fond pour ce combat-là. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Tu le remportes au point. Tu n'avais pas un peu peur qu'à l'étranger, peut-être que la décision pouvait Si, être en ta défaveur? ah si, j'avais très très peur de ça. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut faire une énorme différence. Ouais, on avait peur de ça. On avait très très peur. Et puis bon, bah après, ils ont été Ouais. Les honnêtes, ils ont scores, été corrects. ouais, les scores, ils sont largement en ta faveur, hein. Ouais, Parce que tu as vu ouais, donc ça a les été. scorings, c'était large pour toi. Ouais, Du coup, ben, tu as obtenu le titre européen et là, tu vas le défendre en France. Donc, c'est ça. ça sera à Lyon. Donc, Oui. c'est pas encore à la maison, comme tu dis, mais bon, c'est quand même en Non. France. Oui, oui, c'est en France. Et puis, de toute façon, ouais, c'est comme ça. De toute façon, faut le défendre. La défense, on cherchait pas forcément à la faire à la maison. Nous, c'était aller chercher le titre. Et puis voilà, après, on la défend. On s'est dit, de toute façon, on prend les opportunités, on défend la ceinture. Et puis, on cherche pas à savoir si c'est à la maison ou ailleurs. Il faudra le défendre, de toute façon, dans tous les cas. Donc, voilà. Ton adversaire, c'est aussi une Française. Est-ce que tu la connais? Je la connais un petit peu, ouais. Je la connais un petit peu de la boxe amateur. D'accord. Je l'avais vue quelques fois. Il me semble que quand j'étais en équipe de France, elle était en junior ou tout jeune senior. Donc je la connais, mais vaguement. Voilà, pas plus que ça. Est-ce que tu vas avoir une préparation spécifique pour tes adversaires? Tu vas chercher un peu des images, tu vas chercher des informations ou pas forcément? Non, de moi-même, jamais. Je regarde jamais mes adversaires boxer. Je fais confiance à mon père, en fait. C'est lui qui fait l'analyse, qui me D'accord. prépare en fonction. Et voilà, je lui fais confiance par rapport à ça. Et du coup, là, depuis que tu es passé pro, est-ce que tu as senti que ton père, parfois, il t'a fait travailler différemment parce que la fille en face, elle allait avoir un profil particulier? Oui, 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 quand même. Il me fait travailler oui, oui, pour boxer des adversaires. Oui, bien sûr, bien sûr. Autant en amateur, on change régulièrement d'adversaire dans les tournois, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Autant en pro, on sait qui on boxe, on se prépare des mois à l'avance. Donc forcément, la préparation, elle est plus ciblée par rapport à l'adversaire qu'on rencontre. C'est plus la même préparation. Ok, ok. Là, comment tu te sens à une semaine de ton combat? C'est ça, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain, donc c'est à Lyon, à la Cité Vendredi internationale. prochain, ouais. Mm, Voilà, donc c'est pile dans une semaine. c'est ça. Donc comment tu te sens là, à une semaine du combat? Moi, ça va. Je suis bien. Vivement que ça arrive. Ouais, vivement que la préparation se termine. Là, on arrive enfin. Et puis, bah, vivement que ça arrive. Ouais, ça y est. Justement, qu'est-ce que tu fais une semaine avant l'échéance? Ça va être quoi un peu tes journées type là? Tu vas relaxer, tu Euh, vas récupérer?
une semaine avant, là, bah, on travaille beaucoup les détails, on fait beaucoup de jus, voilà, la réactivité, le plus gros de la préparation a été fait. La dernière semaine, maintenant, c'est vraiment des petits réglages. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, tu changes aussi des choses comme ça à une semaine du combat? Non, une semaine, non, je change pas. Non, pas du tout. Je restreins petit à petit parce que forcément la pesée approche, mais non, je change pas. On voit beaucoup de boxeurs pros, entre les combats, ils ont tendance un peu à se laisser aller, tu vois, à sortir des camps d'entraînement et un peu beaucoup manger. Est-ce que toi, tu vas faire le yo-yo comme ça ou pas trop? Toi, tu es plutôt, t'as une discipline. Non, j'ai une discipline. J'aime pas trop gonfler d'un coup et puis reperdre et non. Ouais. Non, bah après moi j'ai toujours été dans cette KT, hein. Enfin 51, 54 kilos, ça depuis que j'ai commencé la boxe, ça a toujours été ma KT. J'ai jamais fait de montée de folie avec le poids. Ouais, non, ça. J'ai toujours gardé la même ligne de conduite. J'ai essayé, on va dire. Ok, ok. Alors maintenant, je pense que, bon, déjà, on va te souhaiter de remporter ce combat-là, en tout cas que la meilleure gagne de vous deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as aussi peut-être des ambitions bah, mondiales. On sait qu'on avait Maïva Madouche, qui pendant longtemps a représenté la France Mm. en étant championne du monde jusqu'à ce qu'elle perde son titre. On a aujourd'hui Ségolène Lefebvre qui est devenue championne du monde. Donc on a toujours au Ouais. moins une Française qui nous représente avec un titre Ouais. mondial. Est-ce que toi, tu commences un peu à voir qui est championne dans ta KT et tu t'intéresses à ça? Un petit peu, ouais, petit à petit, forcément, je commence à regarder un petit peu, mais après, encore une fois, je laisse mon père faire et je le laisse D'accord. un petit peu lui me dire, ah, telle boxeuse elle est comme ça, telle boxeuse elle est comme ça, dans cette KT c'est elle. Je laisse lui venir à moi, enfin je le laisse venir à moi et m'en parler plutôt. Je suis pas du genre à aller chercher sur les réseaux ou chercher dans les classements, ah c'est D'accord. elle boxe comme ça, elle fait ci, elle fait ça. Ouais, c'est pas trop ma manière de fonctionner en fait. D'accord, d'accord. Même l'actu box en général, t'es pas trop à suivre. Ouais, je suis de loin, mais je suis pas à fond à regarder tout ce qui se passe et tout ce qui, ouais, non, pas trop. D'accord, d'accord. Très bien. T'es un peu, bon, comme la boxe c'est ton métier, peut-être qu'aussi tu as besoin de souffler en t'occupant d'autres choses quand Tout tu à quittes fait, la ouais. salle. Ouais, voilà, tout à fait. Je me concentre sur moi, ma préparation, mes combats, et à côté, voilà, je fais autre chose, je passe un peu à autre chose et tout ne tourne pas autour de ça non plus. J'essaie de chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Ok, très bien. Donc, je pense qu'il y a encore des places disponibles et que les gens pourront même payer sur place. Je crois que je suis déjà allé voir, je crois que Duopa avait combattu dans cet hôtel-là, la Cité internationale, et j'y étais. Donc, si c'est Ouais. ça, il y a quand même un petit peu de place sur place. Donc, n'hésitez pas à essayer de contacter les organisateurs. Et je vais essayer de mettre la billetterie, tout dans la description de ce podcast pour les personnes qui souhaitent y participer. Et j'en ferai aussi la promotion sur mes réseaux. Et ben, en tout cas, on te souhaite le meilleur, Delphine. Merci, merci Et puis, beaucoup. et puis, qui sait, un jour, un championnat du monde, en tout cas, Bah vu ouais, comme tu vas vite, ce espérons. sera quoi l'année prochaine? Ce serait bien. Mais je ne sais pas si quelqu'un a fait déjà ça aussi vite que toi, hein. Il faudrait aller chercher un peu dans les livres d'histoire de C'est boxe, vrai? mais Ah, bah faudrait qu'on ouais, se là, renseigne franchement, alors. en quelques mois, ce que tu as fait, quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais c'est vrai que tu as quand même Mm. une période où, du coup, tu n'as pas pu boxer entre le championnat de France et le titre Ouais. de l'Union, Et le de titre, ouais, l'EBU. de l'EBU, ça a été très long, ouais. Ça a été très Ouais, compliqué. ouais. Et ça, c'est Ouais, parce que ouais, tu ouais. tu voulais le titre de l'EBU. Tu aurais pu continuer Mm. à boxer, c'est parce que tu t'étais fixé sur Bah, l'EBU? bah, c'est ça en fait, parce qu'à la base, je devais défendre mon titre de championne de France en janvier. Mais vu que j'ai été D'accord. désignée challenger, j'ai abandonné le titre et je devais boxer en avril-mai pour le titre BU, sauf que les Allemands ont décalé en juillet, donc ce qui fait que toute la saison, ça me l'a squeezé en fait. Depuis janvier, ça a fait que d'être décalé, donc c'est pour ça que j'ai été beaucoup dans l'attente depuis septembre après le championnat de France. Ok, ok, très bien. Bah écoute, vraiment, mais en tout cas, je te le répète, je te souhaite le meilleur. Je suis très content de t'avoir eu. Il y a aussi un beau reportage sur toi qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne Boxing Academy. Donc Oui. voilà, ça a été fait il y a quelques mois et il est très intéressant. Donc sur les personnes qui veulent en voir un peu plus et en savoir un peu plus, je Mm. les invite à aller voir ça. Je les invite aussi à te suivre sur les réseaux. Je pense que ça ne te dérange pas qu'on invite à
à te suivre? Pas du tout. Non, pas du tout. Du coup, bah, allez la suivre pour avoir son actualité. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt pour parler d'un championnat du monde. Je te tiens. Ouais, ce serait cool. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. Fighting!